C'est un site qui daterait du 5e au 9e siècle. C'est ça, alors il y a eu des datations au carbone 14, hein, effectivement, ouais. Et qui montreraient 6e, 10e siècle après Jésus-Christ. Oui, alors les datations au carbone 14, c'est forcément sur des éléments organiques, ou alors c'est sur... Il y a un élément organique qu'on trouve dans un mortier entre deux blocs qu'on peut déceler. C'est toujours difficile de savoir parce que là, je sais que ça fait hurler. Tu peux faire des datations avec des stratigraphies et puis trouver de l'organique à des moments avec des objets qui ont appartenu à des humains. Et maintenant, si c'est beaucoup plus ancien, tu vois, s'il y a plusieurs milliers d'années qui séparent, est-ce qu'on va aussi profondément? Et ça, je sais que c'est hérétique ce que je viens de dire, mais il y a des légendes pour ce site-là qui est déjà très particulier. Hein. On est entre le 5e et le 9e siècle. Donc, si on prend le 5e siècle, on est 1000 ans avant l'arrivée la fin des Incas, l'arrivée des Espagnols. On est à peu près à la naissance de Machu Picchu, qui était en 1420. Maintenant, c'est passé 1400. Donc, on est dans une période qui est une période reculée. On est chez les pré-Incas. Et quand on regarde ces blocs, moi, il m'avait fait une impression complètement dingue parce qu'on a des grosses dalles de grès rouge et on a des blocs d'andésite. Les dalles de grès pèsent de 100 à 150 tonnes, ça dépend en fonction des dimensions, tu vois, si on les mesure exactement, si on a bien accès à toute la profondeur, etc. Enfin bon, on ne va pas discuter pour quelques dizaines de tonnes. On va dire, allez, 100 tonnes déjà. Donc la question qui se posait, c'est sachant que les carrières c'est pas à côté, comment on transporte, comment on transporte un bloc de 100 tonnes. C'est à plus de 80 km/h, 80 km du site, quoi, les carrières. Ouais, alors pareil, on n'a pas aujourd'hui, c'est comme pour Sacsayhuaman, tu n'as pas de publication scientifique qui atteste l'origine des pierres et qui dit voilà. Les blocs de Sacsayhuaman, là aujourd'hui, on parle encore de Sacsayhuaman 35 km. Les tailleurs de pierre te disent qu'il faut arrêter les fantasmes. Là, hein. Trimballer les blocs de 80 tonnes sur 30 km, vous oubliez, quoi. C'est juste pas possible. Les blocs, ils viennent d'ici, hein. Ils viennent d'à côté. L'archéologue qu'on a vu de la mission Shinkana, là, les Shinkana, c'est les tunnels, les fameux, parce que c'est pas qu'un tunnel, c'est plusieurs tunnels qui relient Sacsayhuaman au Coricancha, lui nous a montré une carrière à 1,5 km. Bon, déjà, quand tu vas voir la carrière, tu te dis, OK, il y a des espèces de creux avec des blocs énormes. Putain, il faut aller sortir les blocs là, ici, les extraire et ensuite aller les déposer. Donc là-bas, quand on parle de 80 km, les tailleurs de pierre ont eu des mots. Ils te disent ah oui, mais on a besoin d'histoire. L'histoire, ça fait vendre. Donc, il faut dire à 80 km, c'est super. Donc, à un moment, il faut juste redescendre. Une dalle de 80 tonnes, même sur... on te dit oui, mais c'est facile, il passait par le lac Titicaca. Comment tu mets une dalle de 80 tonnes sur une barge? Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu la fais pas glisser depuis la berge. Comme ça, sur ta barge, c'est pas possible. Donc, tu es obligé de sortir ta barge, mais quelle barge peut résister à 80 tonnes que tu déposes? Et comment tu les déposes dessus? Enfin, plein de questions comme ça. Je dis 80 tonnes, en plus, c'est 100 tonnes. Et après, quand tu arrives, tu as traversé le lac Titicaca, il faut aller sur le site. Hein. Il n'est pas à côté. Alors après, tu as des hypothèses qui te disent que le lac Titicaca arrivait au bord de Pumapunku. Pour le coup, aujourd'hui, il a 300 mètres de fond, mais je sais pas, je connais pas le dénivelé, il faudrait le calculer, mais il aurait été vraiment très grand, ce lac. Et l'eau ne fait pas tout. Hein. À un moment, il faut savoir sortir, même si tu pouvais transporter plus facilement quelque chose qui est dans l'eau, il faut pouvoir le sortir et tout. Donc, tout ça, c'est assez mystérieux. L'aspect des blocs est mystérieux. Les Incas ne possédaient pas le fer ou les métaux durs, donc tout ce qu'ils auraient travaillé, ce serait par percussion avec d'autres galets alors qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisent du granit, de l'aériolite, du basalte, voilà. Donc tu sais, quand tu trouves du basalte ou de l'andésite, tu as de l'andésite tendre, de l'andésite dur. L'andésite, c'est pas fixé. Et d'ailleurs, toute la roche est comme ça. C'est un peu comme les humains. Hein, il faut pas s'arrêter. Et voilà, l'andésite, c'est ça. Il y a plein de variétés d'andésite, il y a plein de variétés de basalte, il y a plein de variétés de granit. Il y en a des plus ou moins durs. Le calcaire, c'est pareil. Donc
Tu vas prendre des blocs plus durs et qui ont surtout suffisamment de cohésion. Parce que t'as l'hématite, par exemple. On te présente là-bas des galets d'hématite sur les sites. On te dit, voilà, les Incas utilisaient ça. Mais les galets d'hématite, tu les utilises pas pour percuter, ça éclate. Tu les utilises pour finir de polir, tu vois, quand tu as fait une abrasion, pour faire une abrasion douce. Mais tu vois, si tu vas pas chercher toutes ces informations-là, tu sais pas, on te présente quelque chose, tu vas dans un musée, on te montre un truc, tu dis, ah oui, c'est ça, ok, donc voilà, c'est des boules. Ils percutent, ils abrasent. Percuter, c'est je vais écraser. Alors au début, tu peux faire des éclats, et puis ensuite, tu vas écraser la roche. Ce que les tailleurs de pierre appellent, ils ont un outil qui s'appelle la boucharde, qui est un marteau avec des petites piques, et ils tapent comme ça, et ils écrasent cristaux par cristaux, donc ils descendent la surface, et puis après tu as l'abrasion. Tu prends une poudre abrasive, où tu vas prendre un morceau de grès, par exemple, et puis tu vas frotter, 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 et là tu vas user comme du papier de verre, comme une pierre à poncer, si tu veux. Et puis, tu vas aller de plus en plus fin, puis tu vas arriver aux étapes du polissage. Donc, voilà ce qui aurait été à disposition des Incas. Là, on est beaucoup plus tôt. Et on trouve des blocs d'andésite, qui est un matériau qui est hyper dur, avec des formes qui sont complexes, et qui font que le géologue Éric Gontier, qui nous avait accompagnés, et d'ailleurs, j'invite les gens qui nous regardent à aller voir le film Retour sur BAM, qui est moins connu. Les gens connaissent BAM, Barabar, Retour sur BAM, ils le connaissent moins. C'est un complément de BAM qu'on avait fait avec la chaîne RMC Découverte. Et dedans, on revient vraiment beaucoup sur ce site, sur Pumapunku avec Eric, et qui nous explique un peu le off de ce qui s'était passé dans BAM. Et donc là, il est sur notre chaîne YouTube, BAM Investigation, hein, et sur notre plateforme aussi. Et Eric, lui, au début, il arrive avec l'hypothèse. Ça y est, on a fait combien? On a fait 4 heures, là? Je vérifie juste, mais on a le temps, Et Eric, il arrive avec l'hypothèse de base, qui est de l'abrasif et du cuivre. Et donc, je frotte, et, mais c'est monstrueux à faire, voilà. Et puis, au final, il passe un niveau. Enfin, c'est pas un niveau, c'est une espèce d'équerre qui est fait pour relever la planéité des surfaces. Tu sais, tu la places dessus, c'est tout simple. Tu la balades et puis tu vois si ça fait du jour ou pas. Il y a un autre appareil qui avait été placé par le chercheur américain Christopher Dunn qui mesure avec un système. C'est tout bête aussi. C'est une espèce de compas avec un point de référence. Et il passe comme ça et en fait, ça lui donne la différence entre, ça lui montre la planéité. Et donc, il avait vu ça, il s'est dit, ah ouais, c'est quand même plat. On avait passé le rugosimètre. Lui qui mesure la rugosité, la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut sur un tout petit échantillon. Et on s'était rendu compte qu'on était à 30 microns. Je t'ai parlé de la rugosité du verre, qui est à 1 micron, 30 microns entre le point le plus haut et le point le plus bas, en sachant que 1 micron, c'est 1 millième de millimètre. C'est pas grand-chose, hein, tu vois. On est vraiment très plat. Donc déjà, là, ça l'avait bien surpris. Et puis ensuite, on a commencé à mesurer les blocs. Et puis, il s'est rendu compte que les écartements variaient de 1 mm d'un bloc à l'autre. Il trouvait 22 cm, 21,9. Il disait, mais attends, et plusieurs mesures comme ça. Donc, au bout d'un moment, il se dit, mais c'est pas possible, c'est standardisé. Si c'est standardisé, c'est quand même qu'on a un gabarit et puis qu'on va imposer ce gabarit. Et là, on commence à rentrer dans un processus qui est plus un processus industriel, entre guillemets, que artisanal. Et qui ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait des populations au 5e siècle après Jésus-Christ. Non, parce que les Aymara sont des agriculteurs en plus. Et puis ils sont redevenus des agriculteurs aussi après. Donc agriculteurs, d'un coup, ils font Pumapunku, puis ensuite ils redeviennent agriculteurs. Ouais, ça sort un peu de nulle part, ceci. C'est un peu bizarre, ouais. Donc déjà, quand tu es du 5e au 9e, c'est déjà pas à sa place. Alors encore plus ancien, là c'est pire. Et ça a un look tu le vois, et je fais attention à ce que je vais dire, mais quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un chantier moderne avec des blocs de béton qui sont écroulés un peu partout, parce qu'ils ont des angles droits, c'est de la pierre un peu sombre, gris foncé. Il y a des blocs en forme de hache. Ouais. Après, tu as les blocs en forme de hache, alors ça c'est encore au-dessus, mais déjà tu as des blocs qui sont très précisément bien, avec des angles droits, etc. Tu as des parallélépipèdes, franchement, tu as l'impression d'un chantier moderne. Et ensuite, tu as ces fameux blocs en hache donc, qui sont posés sur ces dalles de grès. Et moi, c'est ça qui m'a fait rentrer dans le sujet. Hein. C'est la dalle de grès de 100 tonnes à 4000 mètres d'altitude.
Tu les cherches, les rondins je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu cherches les rondins et les arbres pour transporter ça. Et donc, voilà, à un moment, tu te dis, mais comment on fait ça? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Tiens, les gars, on va aller chercher une dalle de 100 tonnes qui sont même pas capables de peser, en plus, hein, à moins qu'ils aient inventé la balance à ce moment-là. Mais enfin, tu sais, il y a plein de choses qui sont très curieuses comme ça, simplement pour la logique des humains, qui sont quand même dans un mode de, bon, bah, on va survivre, hein, dans ce milieu dans lequel on a 4000 mètres d'altitude, il nous faut manger, il faut s'occuper de nos enfants, voilà, donc il y a quand même d'autres préoccupations. Mais bon, ils font ces choses-là. Et là, tu as ces fameux blocs en H, et donc, ironie, enfin, c'est vraiment coup je sais même pas comment dire, coup de chance, pour ceux qui croient à la chance. Il y a quelqu'un de l'équipe qui nous dit, allez mesurer les blocs en H. Donc, on va le mesurer, et puis... c'est une séquence que je fais qui est un peu off et que j'ai montré dans BAM, que je remonte dans Retour sur BAM. Je franchis la corde, voilà, il faut pas le faire, mais à un moment, on a envie, il est en super bon état, ce bloc, on a envie d'aller le mesurer, donc le garde est loin, j'y vais, clac, je mets le laser, le mesureur laser, et là je vois que ça fait 30 cm, et puis je mets mon téléphone que je plaque sur le haut, je mets le laser en bas, et puis la caméra, il zoome dessus, c'est drôle, la séquence, moi je la trouve magique. Il zoome dessus et poum, 1 mètre. Ah, incroyable, le bloc fait 1 mètre pile, donc on mesure les autres et tout, et on voit que ça aussi, et il y en a qui sont très abîmés, hein. Donc c'est difficile aussi d'aller mesurer des roches qui sont très abîmées. Il y en a qui ont été dans la terre, moins d'humidité, etc., qui ont été moins abîmés que les autres. Mais on trouve le travail de deux chercheurs, deux archéologues allemands qui s'appellent Stübel et Hull en 1892, qui eux sont venus là, ils ont mesuré les blocs et tout, ils ont consigné, ils ont fait des dessins, des planches, ils ont répertorié toutes les formes et tout. Ils étaient très impressionnés par l'architecture, et puis ils donnent les mesures des blocs. Voilà, 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur, 22 cm, etc. Mais ils restent là. Parce qu'à ce moment-là, ils mesurent et tout, puis il n'y a que des cinglés comme nous, on va dire. Tiens, mais 1 mètre, mais pourquoi 1 mètre? Comment ça se fait? Comment tu veux trouver la présence du mètre sur un site qui daterait du 5e au 9e siècle? On ne sait pas à quel moment ça a été fait, alors que le mètre a été déterminé en 1795. Donc, tu mesures, et puis voilà, c'est comme si tu mesurais Lascaux et tu dis, les gars, ça fait 8 mètres de long. Ouais, c'est-à-dire, c'est pourquoi ils ont utilisé cette mesure là, à ce moment-là, quoi. Eux, ils étaient dans le système métrique, les Allemands, donc ils mesurent en mètres. Voilà. Puis ils te donnent les dimensions, parce que de toute façon, en archéologie, on mesure tous les objets. On te donne la longueur, la largeur, le diamètre, etc. C'est normal. Et ils consignent et ils passent à autre chose. Et d'ailleurs, la preuve que leurs mesures sont objectives, c'est qu'ils mesurent 4 blocs. Donc la hauteur, la largeur. Il y a même un bloc où la mesure n'est pas donnée, le mètre de largeur n'est pas donné, c'est 20 cm, etc. Et tu as juste à additionner les 4 mesures et hop, tu vas tomber sur 1 mètre pile. Et je dis la preuve qu'ils sont objectifs, c'est qu'ils cherchaient absolument pas le mètre, ils n'ont tiré aucune conclusion de ça, ils ont simplement répertorié, ils se sont intéressés à l'art de ces bâtisseurs. Et ça pose problème, tu vois, cette histoire du mètre qu'on a abordé dans BAM et dans Retour sur BAM, il n'y a pas que là qu'on le trouve, il y a d'autres endroits, je ne vais pas refaire Ici, je vais inviter les gens à aller voir BAM, on trouve aussi le mètre à Barabar, hein, aller voir Barabar. Donc ça, c'est quand même particulier. Et puis, il y a des endroits au Pérou, Quentin Leplat, il a vu justement au Coricancha. Pareil, on retrouve ça. Donc, ça, c'est un indice de plus qui vient là-dedans. Mais déjà, ça rend le site assez spectaculaire. Parce que ça fait un peu beaucoup, quoi. Tu te dis, et les types font ces espèces de blocs en H qui sont comme des pièces qui ont l'air de s'emboîter les unes avec les autres, on dirait du préfabriqué, avec des encoches derrière qui sont en queue d'aronde, là, tu vois, avec des espèces de trapèzes. Tu as l'impression que ça va sur des glissières. C'est un aspect qui est très, très contemporain. Tu as l'impression que ça sort d'un cabinet d'ingénieurs. Et donc, ils ont ça, qu'ils ont fait sans fer, hein. Et c'est ça, Eric, aussi, c'est pareil, tu vois, t'as des faces qui sont baissées à l'intérieur, puis encore, on mettra des images d'illustration là-dessus. Et donc, du coup, comment tu vas creuser, avoir des angles complètement droits, parce que c'est parfaitement à niveau, c'est horizontal, c'est vertical, les angles intérieurs sont complètement maîtrisés. Comment tu fais ça si t'as pas au moins des outils en métaux durs, parce que l'andésite, c'est très dur. Donc, tu vois, tu es face à des inconnus comme ça. Et est-ce que là, les théories dont on a parlé, géopolymère, vitrification, etc., ou même les autres,
pourrait avoir plus de pertinence, par exemple, qu'à Sacsayhuaman ou moi, j'ai l'impression moins ici. Okay. Les Davidovits te disent que ces blocs en andésite seraient du géopolymère. Et ils ont publié dessus, ils ont fait tout un papier. OK. Ils s'appuient sur des arguments. Je suis pas sûr de les suivre là-dedans parce que aucun bloc en H n'a la même... Pour le coup, on serait sur un matériau qui serait pas... Si tu veux, quand tu as une pâte et tu fais des boules, pourquoi pas, même si... on peut pas dire c'est tel. Il faut démontrer les choses. Tu peux pas affirmer. On peut dire moi je pense que. Et là pour le coup les blocs en H ils ont tous des formes très légèrement différentes. C'est des variations. Donc on a l'impression que c'est standardisé parce qu'ils ont tous les mêmes dimensions, mais en revanche il y a à chaque fois des variantes. C'est pas exactement les mêmes motifs. Donc ça t'obligerait à avoir des moules uniques. Si tu veux, je sais pas. Pareil. Des analyses. On voit bien que... Et puis, ça résout pas la question du mètre, ça résout pas la question de à quoi servaient ces blocs, ça résout pas une autre question qui est une question importante. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce site que tout a été défoncé? Il y a pas d'autre mot, hein. Tout est écroulé. Tu vois la porte du Soleil, qui est une énorme dalle d'andésite, je me souviens plus combien elle pèse, qui est cassée en deux. Ouais, puis là, il n'y a pas des villes ou des villages à côté qui auraient réutilisé les blocs, comme à Cusco Si, il y a ça a été utilisé. Les Espagnols se sont servis de toute une partie du site, tout ce qui était fait de plus petits blocs, ils ont accéléré la destruction et ils ont récupéré ça pour fabriquer l'église à côté. Alors ça, c'est le cas partout, hein. Quand tu te balades dans Cusco, tu vas voir plein de pierres de récup pour les cathédrales. Les églises sont gigantesques. Ah, ils ont fait ça en Égypte aussi. Enfin, c'était un procédé assez courant à l'époque. Alors, c'est sans scrupule aucun. Il fallait vraiment détruire les endroits où tu pouvais pas détruire, comme Sacsayhuaman. Je pense que toute la partie supérieure qui a été reconstituée aujourd'hui par les archéologues, c'était un système de tours qui était au-dessus avec des habitations et tout ça. C'était fait avec des blocs ascisés, donc comme ceux qu'on voit en bas de Cusco, au-dessus des murs cyclopéens. Tout ça, ça a dégagé. Ils n'ont pas réussi avec Sacsayhuaman pour cause. Eux avaient même pas, ils avaient même pas pourtant, hein, on peut dire, là, ils avaient à disposition des esclaves, hein, puisqu'ils étaient les oppresseurs, ils auraient pu utiliser tout le monde et tout. Ils n'ont pas réussi à les sortir, à les casser. Il y a quelques blocs manquants à certains endroits, mais voilà, ça montre les limites. Et donc, du coup, pour revenir, tu vois, à Pumapunku, on cumule beaucoup de choses sur la manière dont c'est fait, sur l'anachronisme de l'aspect, des formes. Cet endroit-là qui montre une histoire, et d'ailleurs, c'est dit par les chroniqueurs que Pachacútec, qui est un peu celui qui aurait ordonné tous les plus grands travaux au Pérou, on lui doit Machu Picchu, on lui doit Sacsayhuaman, on lui doit le Coricancha, on lui doit Ollantaytambo, enfin, Tipon, Pisac, voilà, le gars, il a presque tout fait. Et donc, il aurait été visiter Pumapunku, Tiahuanacu, et il aurait été très impressionné. Et il aurait demandé aux architectes, parce qu'en fait, il fédérait tous les peuples, et donc ceux qui savaient faire ça, de le faire. Et c'est aujourd'hui, de cette manière-là, qu'on justifie la juxtaposition de style. On dit oui, mais c'est des gens qui viennent d'un peu partout. Et ça, on va vraiment aller en profondeur là-dedans parce qu'à un moment, c'est un peu le bonneto, quoi. C'est-à-dire que un coup, les pierres sont extraites, un coup, elles sont cueillies. Si elles sont extraites avec quoi? Si elles sont cueillies comment? Un coup, ah ben oui, mais on n'a pas continué ce mur parce que en fait, il y a eu un tremblement de terre en 1450, en pleine construction du Machu Picchu. Donc, on a arrêté les constructions polygonale pour passer à d'autres blocs, mais ce qu'ils appellent polygonal, c'est de la cisée, c'est pas du cyclopéen. Enfin, au bout d'un moment, tu dis hop, on va prendre un grand tableau, on va tout sortir, on va tout poser, on va aller chercher vraiment toutes les informations. Oui, tu parlais de 11 styles différents. 11 styles différents, c'est ce que l'archéologue, oui, parce qu'on a fait des interviews d'archéologues, et pareil, je vais le redire, c'est pas du tout... on absolument pas opposé à l'archéologie, comme j'ai pu parfois l'entendre et tout ça. On n'est pas des universitaires, c'est la seule différence. On travaille volontiers avec les universitaires et on en a quand on trouve des gens, tu vois, comme Barabar qui se sont intéressés aux chambres de Barabar. Henri Falk, ouais. Bah ouais, parce que ils sont, c'est sur les doigts presque dire d'une main, tu vois, le nombre de personnes qui ont travaillé en 200 ans sur les chambres de Barabar. Ben, quand on trouve des universitaires qui ont fait un travail sérieux, tu vois, on regrette
que Jean-Pierre Potzen, il était pas universitaire, Potzen, il était architecte, mais il était honnête, il était rigoureux, il est décédé, hélas, aujourd'hui, sinon on l'aurait interrogé. Et donc, du coup, nous, on ne fait pas du tout un travail pour dire « vous racontez n'importe quoi ». Non, absolument pas. C'est juste que on vient de l'extérieur et puis on fait un travail avec des chercheurs pluridisciplinaires. On fait communiquer des gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer. Et puis on met tout le monde sur le même niveau, parce qu'on l'a déjà dit, si demain tu voulais fabriquer, je sais pas moi, la muraille de Sacsayhuaman, tu ferais pas forcément appel à un archéologue. Peut-être qu'il viendrait pour te dire, écoute, il y a longtemps, ils ont fait comme ci, comme ça, mais après tu prendras un maître d'œuvre, une entreprise de BTP, et puis voilà.